Bonjour et bienvenue dans ce 46e épisode donc de Divergence politique, un Divergence politique d'été avec Xavier Moreau. Nous sommes tous les deux. Xavier, bonjour, comment vas-tu? Bien, cher Alexis. Et toi? Alors, en cet été, finalement un peu chargé politiquement, on aurait pu parler de Trump-Einstein, on aurait pu parler de la Thaïlande et du Cambodge, qui nous offre en cet été une petite guerre pour pouvoir faire des émissions et parler un petit peu des conflits dans le monde. On l'avait pas vu venir d'ailleurs celui-ci, Cambodge-Thaïlande. Sincèrement, moi j'étais parti en été, en vacances, en me disant tout va bien, on n'a que notre petite guerre habituelle. Eh bien non, une nouvelle apparaît. Est-ce que tu avais décrypté toi, Xavier, celle-ci? Non, je suis pas spécialiste vraiment de la région, mais évidemment, forcément, je me suis intéressé. Donc, j'ai vu qu'effectivement, on avait notre responsabilité, puisque les frontières, donc entre la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande, ont été dessinées par les Français au moment de la colonisation. Et que on a pris un morceau de la Thaïlande en fait. La Thaïlande est un des rares pays de la région à pas avoir été colonisé. Ils ont réussi à conserver leur souveraineté, mais évidemment par rapport à l'Empire français, ils n'étaient pas de taille. Donc on a modifié la frontière et au profit du Cambodge qui nous appartenait. Et voilà, c'est l'origine du conflit, mais qui à mon avis va se résoudre Et assez souhaitons-le, en tout cas, plus sérieusement, rapidement. souhaitons-le pour nos amis qui vivent et au Cambodge et en Thaïlande. On aurait pu parler aussi dans cette actualité un petit peu folle de cette fin de juillet, eh bien d'Emmanuel Macron qui veut reconnaître la Palestine, mais non, nous sommes restés sur notre bon vieux conflit ukraino-russe parce que pour le coup, là encore, il s'est passé beaucoup de choses tout de suite génériques. On va pas interdire les plans à trois, on va pas interdire l'infidélité, on va pas interdire le polyamour. Le bruit et la fureur. Rien à foutre. Nique ta mère. Madame Pécresse, c'est Madame Pinter 02. À Pinter 02, elle appellera à voter pour Emmanuel Macron. Silicon Valley en Seine-Saint-Denis. C'est plutôt la Silicon voilée, non? Je suis la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron. Au revoir. Allez, Xavier, on va parler donc d'un sujet que tu affectionnes et que tu maîtrises particulièrement, l'Ukraine et la Russie, un conflit aux multiples rebondissements. Alors, on s'était quitté un petit peu avant de partir en vacances avec un Donald Trump qui ne voulait plus donner d'armement à l'Ukraine. Finalement, bon, ça avait tenu à peu près 48 heures. Finalement, c'était oui. Finalement, on apprend qu'il y aurait quand même un temps assez long avant la fourniture. Entre-temps, à Kiev, c'est un petit peu rififi à Kiev. Zelensky veut développer la diplomatie directement avec son homologue russe et en même temps, pour le coup, il fait du en même temps, c'est peut-être la force des habitudes des visites d'Emmanuel Macron, mais en même temps, il est extrêmement contesté au sein de sa population. Comment on pourrait résumer un petit peu la situation en Ukraine actuellement, sans même parler du terrain où là, c'est la Bérésina? Eh bien, je pense qu'on pourrait résumer ça en l'Ukraine est en train de perdre la guerre, donc forcément, ça a un impact sur la vie politique à l'intérieur du pays. De la même manière que le fait que Guillaume II a perdu la guerre contre les alliés, essentiellement contre la France. D'ailleurs, c'est nous qui avons fait l'essentiel du boulot en 14-18. Eh bien, Guillaume II a perdu la guerre et ça a entraîné des mouvements à l'intérieur du pays. À l'époque, c'était les spartakistes. Et là, finalement, ce qu'on observe, eh bien, c'est qu'il y a une prise de conscience de la population ukrainienne que la guerre est perdue, que tout ça n'a plus de sens. Et elle a pris le prétexte, notamment de la dissolution des structures anticorruption qui avaient été mises en place par le clan Biden pour descendre dans la rue. Mais je pense que le fait que les Ukrainiens soient dans la rue dépasse largement cet aspect de lutte contre la corruption, même si on peut pas le sous-estimer, puisque c'était une des revendications légitimes de Maïdan en 2014. Alors justement, ces structures dont tu parles anticorruption,
Tu l'as précisé, ça avait été mis en place par l'équipe Biden. Dans quel contexte et pour quel but? Et pourquoi finalement les avoir supprimés côté ukrainien? Ça paraît, au vu de ce qu'il leur est demandé, notamment pour intégrer l'Union européenne, pour intégrer toutes ces instances occidentales, ça paraissait quand même être de mauvais ton comme choix. En fait, il faut remettre dans le contexte, c'est-à-dire que donc Maïdan l'emporte, on peut dire le 21 février de 2014, et quelques semaines après, le fils de Joe Biden devient membre du conseil du board, je sais plus comment on dit en français, du conseil d'administration. Du conseil d'administration d'une société qui est spécialisée dans le gaz et l'hydrocarbure, qui s'appelle Burisma, qui a de gros problèmes avec la justice anglaise et ukrainienne. Et grâce à l'arrivée de Joe Biden, du Hunter Biden, donc de son fils et d'un de ses amis au conseil d'administration, ces problèmes sont réglés et je crois de plusieurs dizaines de millions de dollars qui étaient bloqués en Angleterre pour des raisons judiciaires, eh bien sont débloqués. Voilà. Donc ça c'est la première phase. Donc immédiatement en fait le clan Biden se jette sur l'Ukraine et le Parti démocrate évidemment en profite. Le problème c'est que ça peut avoir des conséquences judiciaires. Donc immédiatement après ça, donc en octobre 2014, est créé le NABU, le Bureau de lutte contre la corruption, qui est donc censé être une structure indépendante. Alors en fait indépendante des organes judiciaires ukrainiens, mais dépendante de l'ambassade des États-Unis en Ukraine. Et donc, notamment, c'est ce NABU, c'est cette ambassade des États-Unis qui obtiendra la démission le renvoi du procureur Shokin, qui commençait à s'intéresser en 2015 précisément à Burisma et au fils de Joe Biden. Et donc à cette époque, donc Joe Biden s'en est même vanté en disant que, en gros, il avait conditionné l'aide d'$1 milliard à l'Ukraine au renvoi de Shokin. Et donc un nouveau procureur est nommé à ce moment-là, qui s'appelle Lutsenko, qui n'a jamais fait de droit de sa vie, qui est juste le chef du parti du président de l'époque, Poroshenko. Et c'est lui qui est nommé. Donc, il faut pas s'imaginer que le NABU c'est comment dirais-je, une structure qui est indépendante, qui a fait un travail remarquable de lutte contre la corruption. Le problème du NABU pour Zelensky, c'est qu'il ne le contrôle pas effectivement. Et je pense qu'il s'est dit, mais après tout, c'était une structure qui était contrôlée par le Parti démocrate américain. Aujourd'hui, c'est Trump qui est au pouvoir. Je peux m'en débarrasser. Et finalement, ce que voulait faire Zelensky, c'est ce qu'a fait François Hollande et ce qu'ont fait François Hollande et Emmanuel Macron quand ils ont créé le parquet national financier pour pouvoir éliminer François Fillon de la course à la présidence de la République en 2017. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on crée un parquet spécial sous contrôle donc du ministère de la Justice qui va permettre d'attaquer ses ennemis. Marine Le Pen en a fait un peu également les frais suite aux malversations à l'Union européenne, même si c'était une autre structure. En gros, c'est d'utiliser la justice contre ses adversaires politiques. C'est ce que voulait faire tout à fait innocemment Zelensky. Et le problème, c'est que là où à mon avis, il s'est largement trompé, c'est que il y a toujours un État profond démocrate américain extrêmement puissant. Et puis, derrière le NABU, il y avait également George Soros, il y avait des tas de structures internationales qui voulaient absolument, qui garder en l'état cette structure soi-disant de lutte anticorruption. Et donc, ça n'a pas plu à personne, ça n'a pas plu donc aux médias occidentaux. Il y a eu des éditoriaux dans certains médias, je crois dans The Telegraph, donc la presse britannique, qui est pourtant derrière Zelensky, dans le Bloomberg, dans le New York Times, dans toute la presse même française. Et puis finalement, il y a eu Madame Kos, qui est responsable de l'élargissement de l'Union européenne, commissaire européen, qui a dit que c'est absolument inadmissible. Et puis les gens sont descendus dans la rue. Et comme je le dis, il y a évidemment l'aspect de lutte contre la corruption qui était très très présent dans le Maïdan, qui était légitime, mais le problème c'est que depuis Maïdan, la corruption n'a fait qu'empirer. Dans la période immédiatement qui suit Maïdan, c'est l'âge d'or de l'oligarchie. Ils deviennent non seulement ils ont payé pour Maïdan, mais en plus ils deviennent gouverneurs.
Kolomoïski devient gouverneur de la région de Dnepropetrovsk, Taruta de la région de ce qui reste de Donetsk, etc. Donc, Akhmetov contrôle Mariupol, finance Azov pour garder le contrôle précisément. Donc, c'est vraiment un âge d'or de l'oligarchie. Donc, cette lutte contre la corruption a complètement échoué. Et elle a même empiré, et elle empire d'autant plus que maintenant c'est la corruption du TTSK, c'est-à-dire ceux qui vont enlever les gens dans la rue, les hommes de plus de 25 ans dans la rue pour les envoyer sur le front. Si vous voulez ne pas être envoyé sur le front, ça vous coûte $10 000. Donc c'est une véritable mafia qui raquette l'ensemble du pays. Donc la lutte contre la corruption est un échec complet. Zelensky était dans les Pandora Papers avant même l'opération militaire spéciale, hein, c'est sorti en automne 2021. Et donc les gens sont descendus dans la rue pour ça, mais également parce qu'en fait tout le monde en a ras-le-bol de la guerre. Contrairement à ce qu'on nous raconte sur les chaînes des médias français, les Ukrainiens se sont prêts à abandonner les 4 territoires. Ils veulent que ça s'arrête. La réalité, c'est ça. Et donc ils ont profité du fait qu'ils pouvaient descendre dans la guerre, dans la rue, avec le soutien des Occidentaux, pour y aller, pour s'y installer, parce que pour l'instant, les manifestations continuent. Même si Zelensky a fait marche arrière sur sa signature, donc de cette loi qui a été préparée par la Rada, qu'il contrôle totalement. Donc, alors parlons-en justement de cette marche arrière, une marche arrière qui va être un petit peu compliquée quand même, ceci étant parce que un certain nombre de députés de la Rada finalement ont peur des conséquences et refuseraient éventuellement de signer justement une loi annulant ou rendant caduque en fait cette première loi qu'ils avaient fait passer pour suspendre ce fameux NA2. Bah oui, effectivement. Le problème aussi, c'est que Zelensky, dans son adresse à sa population, a expliqué qu'il allait faire adopter une loi. Donc déjà, c'est normalement un des principes depuis Montesquieu, l'un des principes de la démocratie, c'est la séparation des pouvoirs, notamment entre l'exécutif et le législatif. Et là, en fait, il montre que c'est lui qui décide de tout et que la Rada n'est finalement qu'une simple chambre d'enregistrement. Mais ça, c'est quelque chose qu'on observe au sein du Parlement ukrainien depuis plusieurs mois, c'est que finalement, ils ont peur d'avoir des comptes à rendre un jour à la population ukrainienne. Notamment, c'est, je pense, une des raisons pour lesquelles, pour l'instant, la mobilisation des moins de 25 ans n'a toujours pas été adoptée, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur des conséquences dans le pays. Et là, je pense que Zelensky, de toute manière, même si c'est un dictateur, là, il a dû faire marche arrière. Donc, il a montré un signe de faiblesse. Lui et Yermak, hein, vraiment, c'est la personne à retenir, c'est pas Zelensky. Je dirais même aujourd'hui, c'est davantage son chef de cabinet, c'est-à-dire Yermak, et qui était dans le show comme Zelensky. Donc c'est un ami de longue date, et c'est lui qui dirige réellement le pays. C'est lui qui a fait ces changements gouvernementaux il y a 10 jours. Et donc lui, en fait, les gens sortent dans la rue précisément contre cette dictature. L'Ukraine est une dictature. Il faut bien s'en rendre compte. Simplement, les gens avaient peur de sortir parce que ils avaient peur qu'on leur tire dessus. Ils avaient peur du SBU, le service secret ukrainien. Mais là, finalement, en sortant pour lutter contre la corruption, Zelensky n'a pas pu les accuser de faire le jeu des Russes, et surtout le fait qu'il soit soutenu par les Occidentaux. Ça, c'est sans doute à quoi n'était pas préparé Zelensky, et je ne sais pas comment il va se sortir de cette phase. Pour les Russes, évidemment, bon, c'est du pain béni, puisque encore une fois, on peut comparer cette fin de guerre. Je pense qu'on peut beaucoup la comparer à la fin de la Première Guerre mondiale, et bien au moment où la guerre était perdue, tout d'un coup en Allemagne, il y a eu les insurrections spartakistes qui ont forcé d'ailleurs, notamment en partie, l'Allemagne à capituler pour essayer de régler le problème à l'intérieur du pays. Donc tout ça est plutôt, je dirais, du côté russe, puisque c'était ta question à l'origine. Tout ça est vu avec plutôt à la fois un mélange un peu d'amusement, mais en même temps en se disant tiens, ça peut peut-être accélérer la fin. Et alors c'est trop tôt pour le dire encore, mais c'est pas impossible. Alors en parlant de fin, justement, Zelensky s'est dit que le meilleur moyen de détourner un petit peu l'attention, c'était d'organiser justement des négociations internationales à l'international avec notamment la Russie. On a vu une première réunion à Istanbul qui a duré, alors je crois que j'ai retenu 34 minutes. Donc là, on n'est pas loin du record.
Ça fait pas mal de miles, ceci dit. On reste toujours dans le concept de faire des miles dans les hôtels et dans les compagnies dans les compagnies d'avion. Pour pas grand-chose, parce que finalement cette fameuse réunion d'Istanbul a accouché finalement de quoi? De la libération simplement de soldats, ce qui est déjà très positif en soi, mais qui méritait peut-être pas d'avoir une réunion à Istanbul pour 1200 soldats des deux parties, c'est ça, ou pas des deux parties? C'est ça. C'est ça, 1200 soldats. Mais d'ailleurs, le Medinsky, donc qui est le chef de la délégation russe, est d'accord avec toi puisque il a dit que donc il proposait la création de 3 groupes de travail. Ça a rappelé d'ailleurs les accords de Minsk, puisque tu parlais de Minsk, puisque les accords de Minsk ont accouché de la création de 4 groupes de travail à l'époque. Là, il y en a 3, et donc qui concernent le domaine politique, humanitaire et militaire. Et donc, ils vont fonctionner à distance. Donc, pas besoin de se réunir à Minsk à chaque fois. Donc moi je suis positif vis-à-vis de ces accords ces réunions à Istanbul. Pourquoi? Déjà parce que ça montre que Trump tord toujours le bras de Zelensky. Il y a 10 jours, Zelensky disait que c'était plus la peine d'y aller, ça n'avait aucun intérêt, etc., etc. Et puis finalement, il a envoyé une délégation et c'est lui-même qui a proposé. Donc visiblement, il s'est fait tordre le bras une nouvelle fois par je pense par la nouvelle administration américaine, et quoi qu'il arrive, la structure qui accueillera la capitulation de l'Ukraine, puisque c'est de ça dont on parle en réalité, eh bien, elle est déjà en place. Donc, et malgré tout, ça a eu des résultats positifs sur les échanges de prisonniers, les échanges des corps. Alors, du côté ukrainien, il y en a quelques dizaines. Du côté russe, on parle de plusieurs milliers. De corps, notamment ceux qui ont été dans l'avion qui a été abattu par les Ukrainiens. On se souvient, il y a 1 an et demi, il y a un avion qui transportait les prisonniers qui allaient être échangés, et la DCA ukrainienne a abattu au sud du territoire russe. Et donc ils avaient nié que il y avait des soldats dans cet avion, puisqu'ils avaient crié victoire, puisqu'ils avaient détruire un avion de transport. Et en fait, maintenant, ils l'ont reconnu. Et ils ont même reçu les corps qui étaient dans cet avion. Donc, je pense que ça, c'est une bonne chose. Je pense qu'il y a également réglé le problème des enfants. Ça aussi, ça a été un très mauvais coup de communication pour Kiev, puisqu'ils avaient expliqué qu'il y avait 20 000 enfants qui avaient été... Et finalement, la dernière fois, ils sont arrivés avec une liste de 339 enfants. Les Russes donc ont obtenu cette liste. Ils l'ont traité. Ils ont commencé à renvoyer des enfants dont on avait identifié les parents, qui donc les renvoyer en Ukraine. Certains de ces enfants en fait sont déjà majeurs, donc comme l'a expliqué Medinsky, mais globalement ils vont traiter les dossiers un par un, et donc ça a brisé un des principaux mensonges de Zelensky vis-à-vis de la Russie. Donc il y a eu pour la Russie, je pense, même pour l'Ukraine, ça des résultats positifs. Encore une fois, honorer ses morts, pouvoir les enterrer, même si les indemnités seront vraisemblablement pas payées aux familles des morts. C'est pour ça qu'à l'origine, Kiev ne voulait pas les récupérer. C'est quand même quelque chose qui est bien. Donc moi, je pense que tout ce qui va permettre la capitulation de l'Ukraine est déjà en place. Et c'est pas une mauvaise chose. Maintenant, concrètement, oui, sur ce troisième round de rencontres, ça n'a pas duré très longtemps, ça n'a pas abouti à grand chose en dehors de ce qu'on vient de dire. Mais cela dit, encore une fois, c'est en place. C'est en place maintenant. C'est à l'armée russe de faire le travail et de profiter du fait que le soutien américain s'est quasiment évanoui. On va en parler du soutien américain, Xavier, mais juste avant de ça, on va rester dans les fameuses rencontres. Justement, c'est une des nouveautés de cette semaine. Zelensky a parlé du fait qu'il souhaitait organiser une rencontre avec son homologue russe, donc Vladimir Poutine, une rencontre qu'il souhaite alors assez rapide, puisque lui parle d'un délai de moins d'un mois, donc ce qui, moi, me paraît complètement fou en termes de diplomatie, en termes d'organisation en tout cas. Ce qui me paraît même compliqué, parce que je ne vois pas dans quel cadre en fait Vladimir Poutine se déplacerait pour rencontrer Zelensky, alors que rien n'est, je dirais, ne serait-ce qu'avancé diplomatiquement entre les requêtes russes et les requêtes et les desiderata ukrainiens. On est vraiment très très loin. On est donc là, je veux dire, si c'est faire
les fameuses réunions MICE, je pense que Vladimir Poutine, à mon avis, va décliner l'invitation. Istanbul est très joli en été, mais bon, je suis pas certain qu'il ait besoin de ça pour découvrir la capitale turque. Oui, alors en fait, ce qui se passe, c'est que Zelensky a un problème de légitimité. Donc depuis mai de l'année dernière, il n'est plus le président ni légal ni légitime. D'ailleurs, c'est ce que disait Vladimir Poutine à l'époque. Il y a quelques mois, c'est qu'en fait, celui qui signera l'accord, si un jour il y a un accord entre la Russie et l'Ukraine, ce qui restera de l'Ukraine, c'est pas le Zelensky qui n'est plus légitime, mais est légal, c'est le président de la Rada, Stefanchuk. Donc ça, c'est une première chose. Je pense que Zelensky, en tant que chef d'État occidental, fait du show. C'est la diplomatie du show permanent. D'ailleurs, c'est un showman à la base, faut le rappeler. Un peu à la Macron, c'est-à-dire on se rend compte, même si on n'a rien à dire, pour faire du TikTok. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut pas y sous-estimer. C'est ce que fait Emmanuel Macron, c'est ce que fait Zelensky depuis longtemps. Moi, on m'a raconté que notamment la dernière rencontre à Moscou entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, on se souvient avec cette grande table qui les séparait, Macron est arrivé, il n'avait rien à dire. Il n'avait rien à proposer, alors on était quelques jours d'avant le début de l'opération militaire spéciale. Donc il est venu juste pour faire un tour sur la place rouge et se faire filmer en face de Vladimir Poutine. Donc effectivement, ce à quoi tu fais allusion, c'est le fait que des rencontres de ce type doivent être préparées. Il faut qu'il y ait des choses à signer. Je suis en train de travailler en ce moment sur la 4e République et la Russie, et l'URSS. Il y a eu je crois que c'est 1957, une rencontre entre le gouvernement de la 4e République et les soviétiques. C'est extrêmement bien préparé. Et on voit d'ailleurs à quel point le professionnalisme de la diplomatie française. Ce professionnalisme n'existe pas, beaucoup moins chez beaucoup de pays occidentaux, notamment la France, notamment l'Ukraine. Et donc, en fait, Vladimir Poutine ne rencontrera pas quelqu'un avec qui il n'a rien à dire, rien à signer. Quand on fait une rencontre à haut niveau, c'est les diplomates ont déjà préparé des choses qui doivent être signées. Si Poutine rencontre quelqu'un, ça pourrait être au mois de septembre Donald Trump, il en est question, mais rencontrer Zelensky, ça n'a aucun intérêt. Et surtout, encore une fois, je pense que Poutine, si jamais Zelensky et Stefanchuk signaient la capitulation de l'Ukraine, puisque c'est ça dont il s'agit, je pense que Poutine ferait l'effort de rencontrer Zelensky, comme d'ailleurs il a accepté de décrocher le téléphone quand Emmanuel Macron l'a appelé. Donc ça, c'est parce que c'est la raison d'État, que même si Zelensky est un personnage grotesque, malgré tout, il faut faire avancer les choses. Mais le rencontrer comme ça pour rien, pour en plus le relégitimer, parce qu'effectivement, si Zelensky rencontre Poutine, et pour moi, c'est pour ça qu'il voudrait le faire, eh bien, il se relégitime. Et le fait même de demander à rencontrer Poutine, c'est déjà se relégitimer en disant, attention, je vous rappelle, c'est moi chef d'État, c'est moi qui réglerai le conflit en direct avec Vladimir Poutine. Mais je pense que Vladimir Poutine, j'en suis même certain, ne le rencontrera pas, sauf si finalement les conditions russes sont accepté de gré ou de force. Là, oui, il peut y avoir une rencontre, mais en attendant, non. Ce qui se prépare, à mon avis, c'est la rencontre entre Trump et Poutine. Ça, oui, c'est plus sérieux. Et ça pourrait avoir lieu. Dans la presse, on parle du mois de septembre. Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, en a parlé au mois de septembre. Donald Trump, on lui a dit, il a dit pourquoi pas. Je rappelle, le 3 septembre, en fait, c'est la fin de la guerre pour la Chine. Et donc, normalement, les alliés devraient, de l'époque, c'est-à-dire l'Union soviétique, les États-Unis, ont des bonnes raisons de se retrouver à Pékin pour célébrer cette victoire. Je vous rappelle que pour les 70 ans, François Hollande, par soumission à Washington, ne s'était pas rendu pour célébrer les 70 ans de la victoire à Pékin. Quand même. Alors qu'à l'époque, la France et la Chine n'étaient pas du tout hostiles, mais par soumission, François Hollande ne s'était pas rendu à cette victoire. Sachant que pour bien se rappeler que pour la Chine, la guerre elle commence en 1932 avec l'invasion de la Mandchourie, la guerre a été très longue pour la Chine. C'est pas le pire que François Hollande nous ait fait, ceci étant. Oui, il nous préparait à l'arrivée d'Emmanuel Macron.
Et au niveau des humiliations diplomatiques, il a été très bien. On est d'accord. Alors, restons un petit peu sur cette potentielle rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine qui pourrait avoir lieu éventuellement début septembre en Chine. On a senti quand même des dissensions ou des liens qui étaient moins aussi chaleureux entre Donald Trump et Vladimir Poutine, enfin surtout entre Donald Trump vis-à-vis de Vladimir Poutine, puisqu'on n'a pas entendu de la réciproque. Qu'est-ce qui pourrait se dire, qu'est-ce qui pourrait se faire, quel pourrait être l'impact d'une réunion en septembre entre les deux présidents des grandes superpuissances mondiales? Ou je dirais même les trois présidents, parce que les trois seraient réunis pour le coup. Je pense qu'il y a plusieurs grands sujets internationaux. Il y a, si on parle de la guerre, il y a la guerre en Ukraine, il y a le Moyen-Orient avec Israël et l'Iran, et il y a aussi la relation bilatérale américano-russe qui, en principe, si jamais un trait est tiré sur le néoconservatisme américain, a toutes les raisons de se passer extrêmement bien. La Russie a beaucoup de choses dont ont besoin les États-Unis. Les États-Unis n'ont pas beaucoup de choses dont la Russie a besoin. C'est plus la Chine qui aujourd'hui est le grand fournisseur de la Russie. Mais cela dit, il y a énormément de raisons de prospérer, de coopérer. Quoi qu'il arrive, je pense que Vladimir Poutine et l'administration russe, ils sont un peu comme toi et moi et d'autres. C'est-à-dire que on essaie de comprendre où va réellement Donald Trump. Mais lorsque tu regardes de manière froide ce qu'il fait, concrètement, il n'y a plus de livraison d'armes gratuite. Là, on l'a vu, il y a eu des pièces détachées qui vont être envoyées pour réparer les Bradley, donc qui sont des véhicules de combat d'infanterie. Et en fait, c'est pas donné, c'est payé. Alors on ne sait pas qui va payer. C'est payé comment? Alors ça, je voudrais bien savoir. Dans mon dernier bulletin, j'ai demandé s'il y en a qui savent. Concrètement, on sait que c'est l'Union européenne qui va payer, je pense, mais concrètement, là, qui va payer et ça, c'est déjà énorme. C'est-à-dire que parce qu'il faut bien comprendre que l'aide à l'Ukraine, ce qu'a rappelé Donald Trump, elle était double. Il y a à la fois de l'armement qui était donné gratuitement et le financement de l'État ukrainien. Et aujourd'hui, en fait, le problème qui se pose, c'est le financement de l'État ukrainien. C'était donc Jean-Noël Barrot, notre grotesque ministre des Affaires étrangères, était en Ukraine cette semaine et il a dit oui, je suis content que l'Union européenne ait donné, je crois, 30 milliards de dollars pour le budget ukrainien. Ça, c'était pour cette année-là. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est l'année prochaine. Qui va allonger les dizaines de milliards de dollars dont l'Ukraine a besoin? La France est ruinée au bord de la banqueroute. L'Angleterre, j'en ai parlé également, est au bord de la banqueroute dans une situation presque aussi catastrophique que la France, 96% d'endettement au niveau du PIB, des taux d'intérêt sur les obligations d'État à 5,5%. C'est ce qui nous attend au mois de septembre, a priori nous aussi. Donc en fait, c'est catastrophique. Les seuls qui ont encore un peu d'argent, c'est les Allemands, mais l'idée de l'Allemagne paiera, n'est-ce pas, tout ça, c'est loin d'être clair. On voit là l'espèce de galère pour livrer des patriotes. Alors finalement, les Allemands vont peut-être le faire, mais ils seront disponibles, il faut les remettre à jour. Ce sera plutôt pour le mois d'avril 2026. Enfin, il y a des centaines de vecteurs qui s'abattent sur le territoire ukrainien tous les jours, toutes les nuits. Et on parle d'avril 2026. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que quand les Russes regardent ce que fait Trump, finalement, c'est pas mal. C'est pas le scénario idéal. Le scénario idéal, évidemment, ce serait de dire on arrête on se retire complètement de cette guerre, on arrête de livrer des armes, un point, c'est tout. Mais là, bon, le fait de dire on livre, mais c'est les Européens qui vont payer, c'est une manière aussi de mettre fin à l'aide parce que les Européens n'ont pas d'argent. Et puis, qui va payer, encore une fois, le fonctionnement de l'État ukrainien? Qui, aujourd'hui, ce sont les taxpayers, les contribuables américains et européens qui payent le soldat ukrainien, qui payent les familles des soldats ukrainiens. Si tout d'un coup, on arrête de payer, que va devoir faire Kiev? Imprimer de la grivna, donc une inflation qui va décoller totalement incontrôlable. Et ça aussi, c'est la fin de la guerre. Donc, je pense que pour l'instant, c'est pas le scénario idéal que nous avions imaginé, mais c'est un scénario qui est plutôt satisfaisant pour les Russes. Et puis, il y a aussi le conflit au Moyen-Orient. Je pense que je fais partie de ceux qui pensent que Trump voulait vraiment négocier avec l'Iran, mais
s'est pris un coup de pression du lobby pro-israélien aux États-Unis, et donc et s'est mis à bombarder Téhéran, quasiment la veille d'une réunion qui devait avoir lieu pour négocier. Mais le fait est que maintenant, il faut se remettre à négocier. Les Européens, c'est aussi ce qui se passait à Istanbul, se sont retrouvés pour négocier pour revenir à l'accord nucléaire iranien. Et je pense que la Russie peut être un garant du futur accord nucléaire, puisque la Russie est le partenaire dans le nucléaire civil de l'Iran, que dans les accords qui ont été signés précisément sur ce nucléaire civil, la Russie, il est marqué que si l'Iran tentait de sortir du TNP, traité de non-prolifération, eh bien la Russie se retirerait. Donc la Russie peut très bien être le garant du fait que l'Iran ne dépasse pas 60% d'uranium, d'enrichissement de l'uranium, des choses comme ça. Donc il y a vraiment des tas de choses, et puis encore une fois des coopérations globales sur les terres rares. Voilà. Il y a énormément de points. Les États-Unis, en fait, s'ils sortent de cette idéologie néoconservatrice, et qu'on redevient à une vision nationaliste du pays, c'est-à-dire l'intérêt America First and American People First, eh bien, dans ce cas, ils ont tout intérêt à s'entendre avec la Russie. Encore une fois, il n'y a aucune raison, si l'Amérique renonce à son impérialisme, il n'y a aucune raison qu'ils aient de mauvaises relations avec la Russie. Aucune. Et ce serait vraiment une nouvelle ère. Ce serait fantastique. Alors, sur la question justement de qui va financer l'Europe, Thierry Mariani, il y a un petit peu répondu dans un tweet que j'ai retrouvé là, qui date il y a une dizaine de jours. Le grand bénéficiaire, eh bien, pour l'Ukraine, ce sera l'Union européenne, puisque l'Union européenne, et là, c'est issu d'un tweet qui a été fait par Viktor Orban. Donc, accessoirement, pas n'importe qui, et une personne informée de ce qui était en train de se mettre en place au niveau de l'Union européenne. Ce serait d'effectuer un boost, je reprends le terme, un boost sur le budget sur l'Ukraine en développant son budget avec un financement de 100 milliards d'euros. Donc, rappelons que sur 100 milliards d'euros, si c'était mis en place, la partie française représenterait à peu près 19 milliards d'euros. Bon, on en cherche 40, on en perd 19. Finalement, on en cherche 60, quoi. Tout va bien. Ah non, mais c'est même pire que ça, parce qu'en fait, les dépenses de l'État français augmentent. Oui. C'est-à-dire qu'on va économiser 40 milliards, mais les dépenses augmentent de 29 milliards. Hein. Donc ça veut dire qu'en fait, finalement, tu rajoutes cette aide qu'on va devoir, puisque c'est Nicolas qui paie, de donner à l'Ukraine, c'est-à-dire qu'on augmente finalement encore plus le déficit. Oui. Donc c'est du. Mais cela dit, j'ai quand même quelques doutes, notamment les Allemands ne veulent pas de ça. Et les Allemands sont quand même beaucoup plus sérieux. Emmanuel Macron s'en moque. De toute manière, je pense que ce que voudrait Emmanuel Macron, c'est que le front ukrainien tienne jusqu'en 2027. Pour que ce soit pas lui. Je pense que aujourd'hui, Emmanuel Macron, il a un objectif, c'est tenir jusqu'en 2027. Que le crack financier tienne encore 2 ans. À mon avis, ça marchera pas. Le front tienne. Je pense qu'il est là. Il a les yeux braqués là-dessus. Puisque je pense qu'il a encore de l'ambition politique, notamment au niveau européen. Pourquoi pas revenir plus tard, se représenter, faire un nouveau mandat. Donc en fait, pour lui, il a, je pense, 3 préoccupations, c'est-à-dire donc que le front tienne jusqu'en 2027, que la dette tienne jusqu'en 2027, et essayer de nettoyer les écuries d'Augiaz dans toutes les affaires de corruption, à commencer par Alstom. Je pense que l'affaire Alstom. Je pense que c'est ce qu'il veut faire pour préserver son avenir politique en France ou en Europe. Et donc même la France, je pense pas que la France signe ces 19 milliards d'euros. Le problème fondamental, encore une fois, c'est que si jamais là, l'Ukraine doit trouver des soldats, de l'armement et des fonds. Si jamais il manque un de ces 3, la guerre elle est finie cette année. Si jamais il manque une de ces 3 composantes, la guerre elle est finie cette année. Alors, il y a des tas de gens en Europe et même aux États-Unis qui ont intérêt à ce que la guerre continue. Donc, je dis pas qu'ils vont pas le trouver, mais de la même manière, quand il y a eu l'offensive de l'été 2023, j'avais dit, ok, cette offensive, ça veut dire que les Ukrainiens doivent régler le fait qu'ils ne contrôlent pas le ciel, ils ont une DCA très peu efficace et une puissance de feu inférieure à la puissance de feu russe.
Je dis, si jamais ils veulent avoir des résultats positifs dans cette offensive, eh bien, ils doivent résoudre ces 3 problèmes. Ils n'en ont résolu aucun des 3. Et par contre, ils sont prêts à repartir à l'attaque. Parce qu'on a vu cette semaine une déclaration que moi j'ai trouvée complètement lunaire. Je sais plus qui, je voudrais pas dire de bêtises, mais d'un officiel ukrainien de haut rang qui a dit redonnez-nous un petit peu d'armes et on repart sur une offensive. C'est Syrski. C'est le chef d'état-major de l'armée ukrainienne. C'est le général Syrski qui a dit ça. Très bien. Mais ça, il faut se comprendre que c'est les travers de l'OTAN. L'OTAN, en fait, les conceptions de l'OTAN sont issues de la Seconde Guerre mondiale des généraux allemands. Qu'ils ont récupéré, les gens comme Manstein, comme Halder, qui ont eu des responsabilités au sein de l'OTAN ou de la Bundeswehr, ont expliqué que non, en fait, ils auraient dû gagner la guerre, mais que s'ils ont perdu, c'est parce qu'Hitler était fou. C'est la fameuse carte Hitler était fou. Hitler était pas fou. C'était un fanatique, mais c'était pas un fou. Et d'ailleurs, il a eu souvent raison contre ces généraux. Mais l'idée que les généraux allemands qui ont inspiré l'OTAN, les conceptions de l'OTAN, c'était que c'est l'offensive, c'est l'initiative, c'est on avance, on contourne, on est beaucoup plus habile que les Russes qui sont des gros bourrins et des alcooliques, etc., etc. Et aujourd'hui, en fait, le problème de l'armée ukrainienne, c'est qu'elle a cru en ses bobards. Elle a cru ce que lui disait l'OTAN. Et donc, pour l'OTAN, il faut reprendre l'initiative. On a vu ça à Koursk. L'opération à Koursk était absurde du point de vue militaire. Du point de vue du terrorisme nucléaire, ça avait un sens si jamais ils avaient réussi à s'emparer de la centrale de Kourchatov, mais voilà, de Koursk. Mais elle était à 50 km. Ils ont même pas fait 20 km. Et en fait, une semaine après, ils avaient juste fait une percée de 10-15 km. Donc ils auraient dû rentrer. Mais il s'agissait de reprendre l'initiative. Il s'agissait de faire de l'OTAN, de faire faire du Rundstedt, de faire du Guderian. Voilà. Et donc en fait, donc je pense que Syrski, en disant ça, il veut faire plaisir à son état-major qui est dirigé par l'OTAN. Hein. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Zaloujny, le général ukrainien, qui a dit oui, effectivement, l'état-major, il était à Wiesbaden. L'état-major de l'armée OTANO qui est Vienne, il est à Wiesbaden. Et c'est eux qui imposent leur concept. Et donc là, oui, il faut reprendre l'initiative. Alors qu'en fait, ce qui serait raisonnable, c'est d'organiser une défense, de reculer progressivement en détruisant le maximum du potentiel de l'armée russe. Et là, en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est que à cause des conceptions de l'OTAN, ils font des contre-attaques complètement absurdes où ils perdent énormément d'hommes parce qu'il faut reprendre l'initiative, parce que il faut être imaginatif, parce que au nom de ces conceptions bidons imposées par l'OTAN. Alors, l'Ukraine n'a fait que peu, finalement, de retrait stratégique. Souvent, ils se sont laissés enferrer dans des tenailles qui aura coûté humainement et en termes de matériel beaucoup. Le retrait dont tu parles, c'est pas forcément un savoir-faire ni de l'OTAN ni de l'Ukraine. Non, c'était le maréchal, quelqu'un qu'on n'aime pas trop en France, le maréchal von Moltke, donc qui est le vainqueur de l'armée française en 1870, pardon, à l'époque à la fin de Napoléon III, et donc après avoir il a battu les Danois, les Autrichiens, ensuite les Français. Je crois que c'est un maréchal qui n'a jamais perdu une guerre, jamais perdu une bataille. C'est un génie de la guerre. Et encore une fois, c'est pas un ami de la France, mais en tant que militaire, je suis obligé de respecter les soldats qui sont efficaces. Et on le félicitait après la victoire française, etc. Vraiment maréchal extraordinaire. Et il a dit non. Il a joué les modestes. Il a dit non car je n'ai pas commandé l'opération la plus compliquée, c'est-à-dire la retraite. Et par exemple, Rommel, il est surtout connu pour la retraite d'El Alamein. C'est-à-dire une retraite en bon ordre, on préserve les forces, on essaie, même si c'est une défaite. Et en fait, commander une retraite, c'est une opération très très compliquée, surtout à un niveau aussi large. Et donc, et ça, l'OTAN en est incapable. Mais ce qui est grave, je pense, pour l'armée ukrainienne, c'est que non seulement l'OTAN en est incapable, donc au niveau de la brigade, de la division, mais on voit même qu'au niveau tactique le plus bas, l'état-major ukrainien est incapable ne serait-ce que même de donner l'ordre de retraite au bon moment. C'est-à-dire, généralement, quand l'ordre de retraite arrive, c'est qu'il est déjà trop tard. Et
Et souvent, ce sont les unités sur le terrain qui prennent elles-mêmes l'initiative de s'enfuir. C'est plus une retraite, c'est une fuite. Et c'est ce qu'on est en train d'observer partout sur le front. Et ça se transforme en véritable catastrophe. Et donc, tout le bénéfice de faire une retraite en bon ordre, c'est-à-dire en fait, quand vous êtes à l'attaque, il faut avoir un rapport au moins de 3 contre 1, normalement, théoriquement, au moins. Donc, ce qui fait que, comme vous êtes à l'attaque, vous exposez plus vos forces. Et ce qui fait qu'en principe, celui qui se défend peut faire subir plus de dégâts à celui qui attaque. Et aujourd'hui, sur le théâtre d'opération ukrainien, on s'aperçoit que c'est l'inverse, c'est-à-dire que la Russie a moins de pertes parce que déjà, ils sont extrêmement prudents. Il y a beaucoup d'utilisation de drones. Il y a notamment, on le voit sur la ville de Pakrovsk, en fait, la Russie procède par des encerclements. Et donc, en fait, ce sont les Ukrainiens, alors qu'ils sont en défense, qui ont plus de pertes que les Russes. Et aussi, il y a l'aspect marketing, c'est-à-dire que l'état-major kievien refuse de donner un ordre clair de retrait, parce que ça, c'est pas bon pour le marketing. Ce que les Russes, eux, ont osé faire en 2022. En 2022, l'ordre de l'offensive ukrainienne. Voilà, les Russes ont dit, de toute manière, on est à 1 contre 8. À Kharkov, ils étaient 1 contre 8. Ça n'a aucun sens pour nous de tenir. On se replie et on profite de ce repli pour, comme on a la supériorité aérienne, de détruire un maximum. La contre-offensive dans la région de Kharkov a été extrêmement coûteuse en moyens et en vie humaine à l'Ukraine. L'offensive sur la région de Kherson a été extrêmement coûteuse. D'ailleurs, elle a échoué. En fait, les Russes ont évacué Kherson parce que le pont d'Antonovka était sous la cible des HIMARS et qu'à terme, le contingent russe allait se retrouver isolé. Donc, en fait, ces deux retraites ont parfaitement fonctionné. Il faut se rendre compte que les Russes ont évacué 20 000, je crois, entre 20 et 25 000 soldats de Kherson sans une perte, sans un mort. Donc ça aurait fait plaisir au maréchal von Moltke, c'est-à-dire que les Russes ont été capables d'organiser, ils ont été capables politiquement en donnant l'ordre. Poutine a dit aux militaires, vous faites ce que vous voulez, mais on reviendra. Je comprends qu'on est entre 1 contre 3 à 1 contre 8, on puisse pas tenir, donc faut raccourcir le front, se mettre derrière le Dniepr, ok, le militaire décide, vous le faites. Et ça, c'est la grande force de l'armée russe, parmi les grandes forces de l'armée russe, et ça, c'est depuis le début, c'est-à-dire que les opérations militaires sont définies, organisées par les militaires. La stratégie, elle est fixée par le politique. Et Poutine a fixé des objectifs stratégiques, mais l'opératif et le tactique, c'est le militaire. Et ça, c'est la grande force de l'armée russe. C'est évidemment un coût de communication extrêmement pénible à supporter, j'imagine, pour Vladimir Poutine. Le retrait sur la rive gauche du Dniepr, le retrait dans la région de Kharkov, ça a été ici, les gens n'avaient pas le moral. Voilà. Mais Poutine a fait confiance à ses militaires. Et ces militaires l'ont dit, il faut le faire. Sinon, on va tenir Kherson, mais au prix de combien de milliers d'hommes. Et en plus, il faut mobiliser, il faut former les mobilisés, etc. etc. L'Ukraine, l'OTAN sont incapables de faire ça. Incapables. C'est-à-dire que du stratégique jusqu'au plus bas niveau tactique, tout est soumis à la volonté du politique. Et ça mène à des catastrophes. Et donc, c'est exactement ce que l'on observe, et c'est très très mal parti pour cette raison. Il y a aussi un autre aspect, mais je vais en finir avec ça. C'est l'autre aspect, c'est que toute la stratégie de défense de l'Ukraine était fondée sur l'industrie et les villes du Donbass, et le fait que le Donbass à l'est est plus vallonné que c'est pas non plus c'est pas les Alpes, hein, mais que la steppe qui est en train de s'étaler face à l'armée russe le plus à l'ouest. Donc l'idée c'était ça, densité urbaine extrêmement importante. En plus, l'idéologie kievienne, elle était raciste, anti-russe. Et le Donbass, c'est vraiment des Russes. D'ailleurs, à chaque fois, le parti des régions faisait 96%. Évidemment que tu es allé dans le Donbass, tu l'as vu, c'est la Russie, quoi. Donc, en fait, pour eux, utiliser les populations locales comme des boucliers humains, c'est ce qu'on a vu à Mariupol notamment. Hein, les gens étaient enfermés au premier étage et dans les sous-sols, et les soldats ukrainiens habitaient dans les étages et puis utilisaient le haut des
bâtiments comme des postes de tir. Tout ça, c'était parfaitement, c'était la stratégie, c'est-à-dire s'appuyer sur les usines, s'appuyer comme Azovstal, s'appuyer sur les villes et pour essayer effectivement que ça coûte des moyens et des hommes aux Russes pour s'emparer de ces grandes conurbations. Or, c'est ce qu'on a observé, par exemple, c'est ce qu'on a observé à Bakhmout en 2000, de novembre 2022 à mai 2023. C'est ce qu'on a observé à ce moment-là. Le problème là aussi, c'est que ça a coûté énormément de ressources à la Russie, mais surtout à l'Ukraine. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles l'offensive a échoué en 2023 ukrainienne, c'est parce qu'une bonne partie des unités qui devaient prendre part à cette offensive ont été sacrifiées à Bakhmout pour tenir une ville qui était devenue symbolique. Encore une fois, le politique l'a pris sur le tactique et l'opératif. Et donc en fait, ce qui se passe donc en ce moment, c'est que cette stratégie qui a quand même donné de bons résultats, il a fallu 8 mois pour prendre un peu moins de 8 mois pour prendre Bakhmout, c'est quand même beaucoup. Il a fallu 5 mois pour prendre Avdiivka. Il a fallu donc il a fallu des sacrifices pour s'emparer à l'époque de Severodonetsk, etc., etc. Donc, ça n'a pas été gratuit. Mais aujourd'hui, en fait, petit à petit, plus les Russes avancent vers l'ouest, plus le terrain se dégage. La densité urbaine diminue. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est la prise de Pakrovsk, pour moi, va être un modèle de ce qu'on va observer dans les mois qui viennent. À moins que le Kiev se capitule, c'est-à-dire des encerclements très très larges, au lieu de plus d'attaques frontales dans les villes. Ou alors on rentre dans la ville une fois qu'elle est encerclée, qu'on a coupé les points d'approvisionnement, ce qui fait que la ville tombe très rapidement. Une ville comme Selidovo, peu de temps après Avdiivka, est tombée en 15 jours. Là, ce qu'on observe, encore une fois, il faut être prudent, mais sur Pakrovsk, ça va être un modèle du genre. Là, une espèce de grande mâchoire qui est en train de se refermer, et puis des unités de reconnaissance sont déjà pénétrées à l'intérieur de la ville. Ça est documenté, il y a des vidéos. Et finalement, la ville pourrait tomber comme ça, comme un fruit mûr. Et je pense que c'est ce qu'on va observer. Et c'est aussi pour cela, et ça montre les limites finalement de la stratégie qui a été choisie par Kiev depuis 2014. Tous ces investissements donc pour faire de toutes les villes des bastions imprenables. Eh bien finalement, on arrive au bout de cette stratégie. Voilà, c'est ce qui est en train de se passer. Bon, en tout cas, on suivra ça attentivement encore pendant cet été. Alors cet été, on l'a dit, Divergence politique est un petit peu plus relax, on est en mode vacances. Ceci étant, c'est pas le cas chez toi, Xavier, chez Stratpol, chez RT. En français, vous continuez à diffuser toutes les semaines. Alors l'actualité, c'est toujours ton petit bulletin de Stratpol que j'ai regardé d'ailleurs ce matin. On va pas faire de secret. On tourne, on est samedi matin. Je me suis levé avec ton bulletin d'information qui vient de sortir. RT en français également. C'est quoi ton actualité pour l'été? Je prendrai un petit peu de vacances mois d'août, mais quoi qu'il arrive, le bulletin, je ferai une pause avec RT, mais quoi qu'il arrive, le bulletin sera toutes les semaines. Où que je me trouve, je tournerai. Voilà, pas de paix pour les braves, pas de repos pour les braves, pardon. En tout cas, on se retrouve peut-être la semaine prochaine ou à partir du 15 août, probablement on reprendra le rythme après le 15 août sur Divergence politique. On préparera aussi une rentrée de septembre où on fêtera nos 1 an. Le 1er septembre, on fêtera nos 1 an. Donc on va mettre en place une nuit avec des invités. Alors quand je dis une nuit, on ne sera pas toute la nuit en direct, mais en tout cas on fera une soirée spéciale pour les 1 an où on aura des invités. Donc gardez bien en tête votre 1er septembre avec nous. Et puis d'ici là, en tout cas, bon été à toutes et à tous. Xavier, à très bientôt. À bientôt. Voilà. Et sur Stratpol et sur RT en français également. À bientôt. Au revoir. Au revoir.